Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je brode du rose, 2 fois 3 brins, donc ça fait un fil. Je suis un peu étonnée de la durée de la vidéo, donc du temps que j'ai pris pour broder cette partie, parce qu'en fait, c'est pas confetti, c'est un bloc, mais je brode en montant. C'est plus simple pour moi au niveau de la position de l'aiguille. J'avais eu l'impression de faire ça plutôt de façon pas forcément rapide, mais d'un bon rythme. Puis au final, je me rends compte que la vidéo est assez longue, donc voilà. On est toujours en vitesse accélérée, x2, peut-être x3 pour celui-là, parce que il me semble que ça durait un peu longtemps, et j'ai préféré faire ça. Et c'est tout pour les informations. On est reparti sur de la lecture. Mouret riait, très amusé. Il questionna de nouveau Valagnosc, et quand il sut que la première idée d'un mariage entre celui-ci et Blanche venait de Madame Desforges, il trouva l'histoire meilleure encore. Cette bonne Henriette goûtait un plaisir de veuve à marier les gens, si bien que, lorsqu'elle avait pourvu les filles, il lui arrivait de laisser les pères choisir des amis dans sa société. Mais cela, naturellement, en toute bonne grâce, sans que le monde y trouvât jamais matière à scandale. Et Mouret, qui l'aimait en homme actif et pressé, habitué à chiffrer ses tendresses, oubliait alors tout calcul de séduction et se sentait pour elle une amitié de camarade. Justement, elle parut à la porte du petit salon, suivie d'un vieillard, âgé d'environ 60 ans, dont les deux amis n'avaient pas remarqué l'entrée. Ces dames prenaient par moments des voix aiguës que le léger tintement des cuillères dans les tasses de Chine accompagnait, et l'on entendait de temps à autre, au milieu d'un court silence, le bruit d'une soucoupe trop vivement reposée sur le marbre du guéridon. Un brusque rayon du soleil couchant, qui venait de paraître au bord d'un grand nuage, dorait les cimes des marronniers du jardin, entrait par les fenêtres en une poussière d'or rouge dont l'incendie allumait la brocatelle et les cuivres des meubles. « Par ici, mon cher baron, disait Madame Desforges. Je vous présente Monsieur Octave Mouret, qui a le plus vif désir de vous témoigner sa grande admiration. » Et, se tournant vers Octave, elle ajouta « Monsieur le baron Hartmann. » Un sourire pinçait finement les lèvres du vieillard. C'était un homme petit et vigoureux, à grosse tête alsacienne, et dont la face épaisse s'éclairait d'une flamme d'intelligence au moindre pli de la bouche, au plus léger clignement des paupières. Depuis 15 jours, il résistait au désir d'Henriette, qui lui demandait cette entrevue. Non pas qu'il éprouvât une jalousie exagérée, résigné en homme d'esprit à son rôle de père, mais parce que c'était le troisième ami dont Henriette lui faisait faire la connaissance, et qu'à la longue, il craignait un peu le ridicule. Aussi, en abordant Octave, avait-il le rire discret d'un protecteur riche qui, s'il veut bien se montrer charmant, ne consent pas à être dupe. « Oh, monsieur, disait Mouret avec son enthousiasme de Provençal, la dernière opération du crédit immobilier a été si étonnante. Vous ne sauriez croire combien je suis heureux et fier de vous serrer la main. » Trop aimable, monsieur, trop aimable, répétait le baron, toujours souriant. Henriette les regardait de ses yeux clairs, sans un embarras. Elle restait entre les deux, levait sa jolie tête, allait de l'un à l'autre, et dans sa robe de dentelle qui découvrait ses poignets et son cou délicat, elle avait un air ravi à les voir si bien d'accord. « Messieurs, finit-elle par dire, je vous laisse causer. » Puis se tournant vers Paul, qui s'était mis debout, elle ajouta « Voulez-vous une tasse de thé, monsieur de Valagnosc ?»« Volontiers, madame. » Et tous deux rentrèrent dans le salon. Lorsque Mouret eut repris sa place sur le canapé, près du baron Hartmann, il se répandit en nouveaux éloges à propos des opérations du crédit immobilier. Puis, il attaqua le sujet qui lui tenait au cœur. Il parla de la nouvelle voie, du prolongement de la rue Réaumur dont on allait ouvrir une section sous le nom de la rue du 10 décembre, entre la place de la Bourse et la place de l'Opéra. L'utilité publique était déclarée depuis 18 mois. Le jury d'expropriation venait d'être nommé. Tout le quartier se passionnait pour cette trouée énorme, de l'époque des travaux, s'intéressant aux maisons condamnées. Il y avait près de 3 ans que Mouret attendait ces travaux, d'abord dans la prévision d'un mouvement plus actif des affaires, ensuite avec des ambitions d'agrandissement, qu'il n'osait avouer tout haut tant son rêve s'élargissait. Comme la rue du 10 décembre devait couper la rue de Choiseul et la rue de la Michaudière, il voyait le bonheur des dames envahir tout le pâté entouré par ces rues et la rue Neuve-Saint-Augustin. Il l'imaginait déjà avec une façade de palais sur la voie nouvelle, dominateur, maître de la ville conquise. Et de là était né son vif désir de connaître le baron Hartmann lorsqu'il avait appris que le crédit immobilier, par un traité passé avec l'administration, prenait l'engagement de percer et d'établir la rue du 10 décembre, à la condition qu'on lui abandonnerait la propriété des terrains en bordure. « Vraiment, répétait-il en tâchant de montrer un air naïf, vous leur livrerez la rue toute faite, avec les égouts, les trottoirs, les becs de gaz, et les terrains en bordure suffiront pour vous indemniser. Oh, c'est curieux, très curieux. » Enfin, il arriva au point délicat.
Il avait su que le crédit immobilier faisait, secrètement, acheter les maisons du pâté où se trouvait le bonheur des dames. Non seulement celles qui devaient tomber sous la pioche des démolisseurs, mais encore les autres, celles qui allaient rester debout. Et il flairait là le projet de quelques établissements futurs, et il était très inquiet pour les agrandissements dont il élargissait le rêve, pris de peur à l'idée de se heurter un jour contre une société puissante, propriétaire d'immeubles qu'elle ne lâcherait certainement pas. C'était même cette peur qui l'avait décidé à mettre au plus tôt un lien entre le baron et lui, le lien aimable d'une femme, si étroit entre les hommes de nature galante. Sans doute, il avait pu voir le financier dans son cabinet pour causer à l'aise de la grosse affaire qu'il voulait lui proposer. Mais il se sentait plus fort chez Henriette. Il savait combien la possession commune d'une maîtresse rapproche et attendrit. Être tous les deux chez elle, dans son parfum aimé, la voir là, prête à les convaincre d'un sourire, lui semblait une certitude de succès. « N'avez-vous pas acheté l'ancien hôtel du Villard, cette vieille bâtisse qui me touche ?» finit-il par demander brusquement. Le baron Hartmann eut une courte hésitation. Puis il nia. Mais, le regardant en face, Mouret se mit à rire, et il joua dès lors le rôle d'un bon jeune homme, le cœur sur la main, rond en affaires. « Tenez, monsieur le baron, puisque j'ai l'honneur inespéré de vous rencontrer, il faut que je me confesse. Oh, je ne vous demande pas vos secrets, seulement je vais vous confier les miens, persuadé que je ne saurais les placer en des mains plus sages. D'ailleurs, j'ai besoin de vos conseils, il y a longtemps que je ne les ai vous allez voir. » Il se confessa en effet, il raconta ses débuts, il ne cacha même pas la crise financière qu'il traversait au milieu de son triomphe. Tout défila, les agrandissements successifs, les gains remis continuellement dans l'affaire, les sommes apportées par ses employés, la maison risquant son existence à chaque mise en vente nouvelle, où le capital entier était joué comme sur un coup de carte. Pourtant, ce n'était pas de l'argent qu'il demandait, car il avait en sa clientèle une foi de fanatique. Son ambition devenait plus haute. Il proposait au baron une association dans laquelle le crédit immobilier apporterait le palais colossal qu'il voyait en rêve, tandis que lui, pour sa part, donnerait son génie et le fonds de commerce déjà créé. On estimerait les apports. Rien ne lui paraissait d'une réalisation plus facile. « Qu'allez-vous faire de vos terrains et de vos immeubles ?» demanda-t-il avec insistance. « Vous avez une idée sans doute, mais je suis bien certain que votre idée ne vaut pas la mienne. Songez à cela, nous bâtissons sur les terrains une galerie de vente, nous démolissons ou nous aménageons les immeubles et nous ouvrons les magasins les plus vastes de Paris, un bazar qui fera des millions. » Et il laissa échapper ce cri du cœur. « Ah, si je pouvais me passer de vous, mais vous tenez tout maintenant, et puis je n'aurai jamais les avances nécessaires. Voyons, il faut nous entendre, ce serait un meurtre. » « Comme vous y allez, cher monsieur !» se contenta de répondre le baron Hartmann. « Quelle imagination !» Il hochait la tête, il continuait de sourire, décidé à ne pas rendre confidence pour confidence. Le projet du crédit immobilier était de créer sur la rue du 10 décembre une concurrence au Grand Hôtel, un établissement luxueux dont la situation centrale attirerait les étrangers. D'ailleurs, comme l'hôtel devait occuper seulement les terrains en bordure, le baron aurait pu quand même accueillir l'idée de Mouret, traité pour le reste du pâté de maison, d'une superficie très vaste encore. Mais il avait déjà commandité 2 amis d'Henriette. Il se lassait un peu de son faste de protecteur complaisant. Puis, malgré sa passion de l'activité, qui lui faisait ouvrir sa bourse à tous les garçons d'intelligence et de courage, le coup de génie commercial de Mouret l'étonnait plus qu'il ne le séduisait. N'était-ce pas une opération fantaisiste et imprudente, ce magasin gigantesque ? Ne risquait-on pas une catastrophe certaine à vouloir élargir ainsi hors de toute mesure le commerce des nouveautés ? Enfin, il ne croyait pas, il refusait. « Sans doute, l'idée peut séduire, disait-il, seulement elle est d'un poète. Où prendriez-vous la clientèle pour remplir pareille cathédrale ?» Mouret le regarda un moment en silence, comme stupéfait de son refus. Était-ce possible ? Un homme d'un tel flair qui sentait l'argent à toutes les profondeurs ? Et tout d'un coup, il eut un geste de grande éloquence. Il montra ses dames dans le salon, en criant « La clientèle ! Mais la voilà !» Le soleil pâlissait. La poussière d'or rouge n'était plus qu'une lueur blonde dont l'adieu se mourait dans la soie des tentures et les panneaux des meubles. À cette approche du crépuscule, une intimité noyait la grande pièce d'une tiède douceur. Tandis que M. de Boves et Paul de Valagnosc causaient devant une des fenêtres, les yeux perdus au loin sur le jardin, ces dames s'étaient rapprochées, faisaient là au milieu un cercle étroit de jupes d'où montaient des rires, des paroles chuchotées, des questions et des réponses ardentes, toute la passion de la femme pour la dépense et le chiffon. Elles causaient toilette. Madame de Boves racontait une robe de bal. D'abord un transparent de soie mauve, et puis là-dessus des volants de vieil Alençon hauts de 30 centimètres. « Oh, s'il est permis, interrompait Madame Marty, il y a des femmes heureuses. » Le baron Hartmann, qui avait suivi le geste de Mouret, regardait ces dames, par la porte restée grande ouverte, et il les écoutait d'une oreille, pendant que le jeune homme, enflammé du désir de le convaincre, se livrait davantage, lui expliquait le mécanisme du nouveau commerce des nouveautés.
Ce commerce était basé maintenant sur le renouvellement continu et rapide du capital, qu'il s'agissait de faire passer en marchandises le plus de fois possible dans la même année. Ainsi, cette année-là, son capital, qui était seulement de 500 000 francs, venait de passer 4 fois et avait ainsi produit 2 millions d'affaires. Une misère d'ailleurs, qu'on décuplerait, car il se disait certain de faire plus tard reparaître le capital 15 et 20 fois dans certains comptoirs. Vous entendez, monsieur le baron, toute la mécanique est là. C'est bien simple, mais il fallait la trouver. Nous n'avons pas besoin d'un gros roulement de fond. Notre effort unique est de nous débarrasser très vite de la marchandise achetée pour la remplacer par d'autres, ce qui fait rendre un capital autant de fois son intérêt. De cette manière, nous pouvons nous contenter d'un petit bénéfice, comme nos frais généraux s'élèvent au chiffre énorme de 16% et que nous ne prélevons guère sur les objets que 20% de gains, c'est donc un bénéfice de 4% en plus. Seulement, cela finira par faire des millions lorsqu'on repérera sur des quantités de marchandises considérables et sans cesse renouvelées. Vous suivez, n'est-ce pas? Rien de plus clair. Le baron hocha de nouveau la tête. Lui, qui avait accueilli les combinaisons les plus hardies et dont on citait encore les témérités lors des premiers essais de l'éclairage au gaz, restait inquiet et têtu. « J'entends bien, répondit-il. Vous vendez bon marché pour vendre beaucoup, et vous vendez beaucoup pour vendre bon marché. Cependant, il faut vendre, et j'en reviens à ma question. À qui vendez-vous ? Comment espérez-vous entretenir une vente aussi colossale ?» Un brusque éclat de voix, venu du salon, coupa les explications de Mouret. C'était Madame Guibal, qui aurait préféré les volants de vieil Alençon en atelier seulement. En tablier seulement. « Mais, ma chère, disait Madame de Beauve, le tablier en était couvert aussi. Jamais je n'ai rien vu de plus riche. Tiens, vous me donnez une idée. Reprenait Madame Desforges. J'ai déjà quelques mètres d'Alençon. Il faut que j'en cherche pour une garniture. Et les voix tombèrent, ne furent plus qu'un murmure. Des chiffres sonnaient. Tout un marchandage fouettait les désirs. Ces dames achetaient des dentelles à pleine main. Eh, dit enfin Mouret quand il put parler, on vend ce qu'on veut lorsqu'on sait vendre. Notre triomphe est là. Alors, avec sa verve provençale, en phrases chaudes qui évoquaient les images, il montra le nouveau commerce à l'œuvre. Ce fut d'abord la puissance décuplée de l'entassement, toutes les marchandises accumulées sur un point, se soutenant et se poussant, jamais de chômage, toujours l'article de la saison était là. Et de comptoir en comptoir, la cliente se retrouvait prise, achetait ici l'étoffe, plus loin le fil, ailleurs le manteau, s'habillait, puis tombait dans des rencontres imprévues, cédait aux besoins de l'inutile et du joli. Ensuite, il célébra la marque en chiffres connus. La grande révolution des nouveautés partait de cette trouvaille. Si l'ancien commerce, le petit commerce agonisait, c'était qu'il ne pouvait soutenir la lutte des bas prix engagée par la marque. Maintenant, la concurrence avait lieu sous les yeux même du public. Une promenade aux étalages établissait les prix. Chaque magasin baissait, se contentait du plus léger bénéfice possible. Aucune tricherie, pas de coup de fortune longtemps médité sur un tissu vendu le double de sa valeur. Mais des opérations courantes, un temps pour cent régulier prélevé sur tous les articles. La fortune mise dans le bon fonctionnement d'une vente, d'autant plus large qu'elle se faisait au grand jour. N'était-ce pas une création étonnante ? Elle bouleverserait le marché, elle transformerait Paris, car elle était faite de la chair et du sang de la femme. « J'ai la femme, je me fiche du reste », dit-il dans un aveu brutal que la passion lui arracha. À ce cri, le baron Hartmann parut ébranlé. Son sourire perdait sa pointe ironique. Il regardait le jeune homme, gagné peu à peu par sa foi, pris pour lui d'un commencement de tendresse. « Chut !» murmura-t-il paternellement, « elles vont vous entendre. » Mais ces dames parlaient maintenant tout à la fois, tellement excitées qu'elles ne s'écoutaient même plus entre elles. Madame de Beauve achevait la description de la toilette de soirée. Une tunique de soie mauve drapée et retenue par des nœuds de dentelle, le corsage décolleté très bas et encore des nœuds aux dentelles aux épaules. « Vous verrez, disait-elle, je me fais faire un corsage pareil avec un satin. »« Moi, interrompait Madame Bourdelais, j'ai voulu du velours. Oh, une occasion !» Madame Marty demandait. « Hein ? Combien la soie ?» Puis toutes les fois repartirent ensemble. Madame Guibal, Henriette, Blanche, mesuraient, coupaient, gâchaient. C'était un saccage d'étoffes, la mise au pillage des magasins, un appétit de luxe qui se répandait en toilettes jalousées et rêvées, un bonheur tel à être dans les chiffons qu'elles y vivaient enfoncées, ainsi que dans l'air tiède nécessaire à leur existence. Mouret, cependant, avait jeté un coup d'œil vers le salon, et en quelques phrases dites à l'oreille du baron Hartmann, comme s'il lui eût fait de ces confidences amoureuses qui se risquent parfois entre hommes, il acheva d'expliquer le mécanisme du grand commerce moderne. Alors, plus haut que l'effet déjà donné, au sommet, apparut l'exploitation de la femme. Tout y aboutissait, le capital sans cesse renouvelé, le système de l'entassement des marchandises, le bon marché qui attire, la marque en chiffres connus qui tranquillise. C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient au continuel piège de leur occasion, après l'avoir étourdie devant leurs étalages.
Ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs. Ils étaient une tentation immense où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonne ménagère, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, il devenait un terrible agent de dépenses, ravageait les ménages, travaillait au coup de folie de la mode, toujours plus cher. Et si chez eux la femme était reine, adulée et flattée dans ses faiblesses, entourée de prévenances, elle y régnait en reine amoureuse, dont les sujets trafiquent et qui payent une goutte de son sang chacun de ses caprices. Sous la grâce même de sa galanterie, Mouret laissait ainsi passer la brutalité d'un juif vendant de la femme à la livre. Il lui élevait un temple, la faisait encenser par une légion de commis, créait le rite d'un culte nouveau. Il ne pensait qu'à elle, cherchait sans relâche à imaginer des séductions plus grandes, et derrière elle, quand il lui avait vidé la poche et détraqué les nerfs, il était plein du secret mépris de l'homme auquel une maîtresse vient de faire la bêtise de se donner. Ayez donc les femmes, dit-il tout bas au baron, en riant d'un rire hardi, vous vendrez le monde. Maintenant, le baron comprenait. Quelques phrases avaient suffi. Il devinait le reste, et une exploitation si galante l'échauffait, remuait en lui son passé de viveur. Il clignait les yeux d'un air d'intelligence. Il finissait par admirer l'inventeur de cette mécanique à manger les femmes. C'était très fort. Il eut le mot de bourdoncle, un mot qui lui souffla sa vieille expérience. Vous savez qu'elles se rattraperont. Mais Mouret haussa les épaules, dans un mouvement d'écrasement dédain. Tout lui appartenait, était sa chose et il n'était à aucune. Quand il aurait tiré d'elle sa fortune et son plaisir, il les jetterait en tas à la borne, pour ceux qui pourraient encore y trouver leur vie. C'était un dédain raisonné de méridional et de spéculateur. Eh bien, cher monsieur, demanda-t-il, pour conclure, voulez-vous être avec moi? L'affaire des terrains vous semble-t-elle possible? Le baron, à demi conquis, hésitait pourtant à s'engager de la sorte. Un doute restait au fond du charme qui opérait peu à peu sur lui. Il allait répondre d'une façon évasive lorsqu'un appel pressant de ces dames lui évita cette peine. Des voix répétaient au milieu de légers rires. « Monsieur Mouret, Monsieur Mouret !» Et comme celui-ci, contrarié d'être interrompu, feignait de ne pas entendre, Madame de Boves, debout depuis un moment, vint jusqu'à la porte du petit salon. « On vous réclame, Monsieur Mouret. Ce n'est guère galant de vous enterrer dans les coins pour causer d'affaires. » Alors il se décida, et avec une bonne grâce apparente, un air de ravissement dont le baron fut émerveillé. Tous deux se levèrent, passèrent dans le grand salon. « Mais je suis à votre disposition, mesdames, dit-il en entrant, le sourire aux lèvres. Un brouhaha de triomphe l'accueillit. Il dut s'avancer davantage. Ces dames lui firent place au milieu d'elles. Le soleil venait de se coucher derrière les arbres du jardin. Le jour tombait. Une ombre fine noyait peu à peu la vaste pièce. C'était l'heure attendrie du crépuscule, cette minute de discrète volupté dans les appartements parisiens, entre la clarté de la rue qui se meurt et les lampes qu'on allume encore à l'office. Monsieur de Boves et de Valagnosc, toujours debout devant la fenêtre, jetait sur le tapis une nappe d'ombre, tandis que, immobile dans le dernier coup de lumière qui venait de l'autre fenêtre, M. Marty, entré discrètement depuis quelques minutes, mettait son profil pauvre, une redingote étriquée et propre, un visage blêmi par le professorat, et que la conversation de ces dames sur la toilette achevait de bouleverser. « Est-ce toujours pour lundi prochain, cette mise en vente ?» demandait justement Madame Marty. « Mais sans doute, madame, répondit Mouret d'une voix de flûte, une voix d'acteur qu'il prenait quand il parlait aux femmes. Henriette alors intervint. « Vous savez, nous irons toutes. On dit que vous préparez des merveilles. »« Oh, de merveilles, murmura-t-il d'un air de fatuité modeste. Je tâche simplement d'être digne de vos suffrages. » Mais elle le pressait de questions. Madame Bourdelais, madame Guibal, Blanche elle-même voulait savoir. « Voyez, donnez-nous des détails, répétait madame de Boves avec insistance. Vous nous faites mourir. » Et elle l'entourait, lorsqu'Henriette remarqua qu'il n'avait seulement pas pris une tasse de thé. Alors, ce fut une désolation. 4 d'entre elles se mirent à le servir, mais à la condition qu'il répondrait ensuite. Henriette versait, madame Marty tenait la tasse, pendant que madame de Boves et madame Bourdelais se disputaient l'honneur de le sucrer. Puis, quand il lui refusait de s'asseoir et qu'il commença à boire son thé lentement, debout au milieu d'elles, toutes se rapprochèrent, l'emprisonnèrent du cercle étroit de leur jupe. La tête levée, les regards luisants, elles lui souriaient. « Votre soie, votre Paris-Bonheur, dont tous les journaux parlent, » reprit madame Marty impatiente. « Oh » répondit-il, « un article extraordinaire, une faille à gros grains souple, solide. Vous la verrez, mesdames, et vous ne la trouverez que chez nous, car nous en avons acheté la propriété exclusive. Vraiment, une belle soie à 5 francs 60, dit madame Bourdelais enthousiasmée. C'est à ne pas croire. Cette soie, depuis que les réclames étaient lancées, occupait dans leur vie quotidienne une place considérable. Elles en causaient, elles se la promettaient, travaillaient de désir et de doute. Et, sous la curiosité bavarde dont elles accablaient le jeune homme, apparaissait leur tempérament particulier d'acheteuse. Madame Marty
emportée par sa rage de dépense, prenant tout au bonheur des dames, sans choix, au hasard des étalages. Madame Guibal, s'y promenant des heures sans jamais faire une emplette, heureuse et satisfaite de donner un simple régal à ses yeux. Madame de Beauve, serrée d'argent, toujours torturée d'une envie trop grosse, gardant rancune aux marchandises qu'elle ne pouvait emporter. Madame Bourdelais, d'un flair de bourgeoise sage et pratique, allant droit aux occasions, usant des grands magasins avec une telle adresse de bonne ménagère, exempte de fièvre, qu'elle réalisait de fortes économies. Henriette, enfin, qui, très élégante, y achetait seulement certains articles, ses gants, de la bonneterie, tout le gros linge. Nous avons d'autres étoffes étonnantes de bon marché de richesse, continuait Mouret de sa voix chantante. Ainsi, je vous recommande notre cuir d'or, un taffetas d'un brillant incomparable. Dans les soies de fantaisie, il y a des dispositions charmantes, des dessins choisis entre mille par notre acheteur. Et comme velours, vous trouverez la plus riche collection de nuances. Je vous avertis qu'on portera beaucoup de draps cette année. Vous verrez nos matelassés, nos cheviottes. Elle ne l'interrompait plus. Elle resserrait encore leur cercle, la bouche entr'ouverte par un vague sourire, le visage rapproché et tendu, comme dans un élancement de tout leur être vers le tentateur. Leurs yeux pâlissaient, un léger frisson courait sur leur nuque, et lui gardait son calme de conquérant, au milieu des odeurs troublantes qui montaient de leur chevelure. Il continuait à boire, entre chaque phrase, une petite gorgée de thé dont le parfum attiédissait ces odeurs plus âpres, où il y avait une pointe de fauve. Devant une séduction si maîtresse d'elle-même, assez forte pour jouer ainsi de la femme sans se prendre aux ivresses qu'elle exhale, le baron Hartmann, qui ne le quittait pas du regard, sentait son admiration grandir. Alors, on portera du drap reprit Madame Martine, dont le visage ravagé s'embellissait de passion coquette. Il faudra que je voie. Madame Bourdelais, qui gardait son œil clair, dit à son tour. N'est-ce pas? La vente des coupons est le jeudi chez vous. J'attendrai, j'ai tout mon petit monde à vêtir. Et tournant sa fine tête blonde vers la maîtresse de la maison. Toi, c'est toujours Sauveur qui t'habille? Mon Dieu, oui, répondit Henriette. Sauveur est très cher, mais il n'y a qu'elle à Paris qui sache faire un corsage. Et puis, monsieur Mouret a beau dire, elle a les plus jolis dessins, des dessins qu'on ne voit nulle part. Moi, je ne peux pas souffrir de retrouver ma robe sur les épaules de toutes les femmes. Mouret eut d'abord un sourire discret. Ensuite, il laissa entendre que Madame Sauveur achetait chez lui ses étoffes. Sans doute, elle prenait directement chez les fabricants certains dessins dont elle s'assurait la propriété. Mais pour les soirées noires, par exemple, elle guettait les occasions du bonheur des dames, faisait des provisions considérables qu'elle écoulait en doublant et en triplant les prix. Ainsi, je suis bien certain que des gens à elle vont nous enlever notre pari bonheur. Pourquoi voulez-vous qu'elle aille payer cette soie en fabrique plus cher qu'elle ne le paiera chez nous? Ma parole d'honneur, nous la donnons à perte. Ce fut le dernier coup porté à ces dames. Cette idée d'avoir de la marchandise à perte fouettait en elle l'âpreté de la femme, dont la jouissance d'acheteuse est doublée quand elle croit voler le marchand. Il les savait incapables de résister au bon marché.